Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, là, envoie ton numéro au plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 et des histoires aussi sur Facebook, sur TikTok. Donc abonnez-vous massivement et là, on va grandir ensemble. Nous sommes là pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez des likes, commentez, partagez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Ok, on va commencer. Première histoire. Bonsoir DMG, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Oui, bonsoir aussi à la famille. Je suis très contente de tout ce que tu fais pour la jeunesse en général et pour tout le monde. Parce que les histoires qu'on raconte là, ça édifie et ça conseille beaucoup. Et ça permet à tout un chacun de se méfier. En fait, pour ceux qui écoutent ça, ça les prépare déjà à se méfier. Ok. Moi, j'ai une petite histoire à raconter que j'ai vécue étant petite. Au fait, pas moi. Dans le quartier où j'habitais, j'ai vécu ça dans ce quartier de la ville de Yaoundé. Ok. Donc, c'est une maman qui faisait dans la vente des beignets. Elle vendait ses beignets haricots, buis. L'ancien marché, bon, je sais pas si certains gens vont connaître, l'ancien marché Essos, là où il y avait d'abord Essos, parce que là où il y avait d'abord Essos, on a déplacé. Donc, l'ancien marché Essos, elle vendait ses beignets là-bas. Donc, un jour, apparemment, en fait, ça, c'est ce que j'avais suivi après qu'elle est décédée. Il y a une dame qui est venue lui voir là où elle vendait ses beignets. La dame là lui a dit que sa copine même intime, c'est même pas une dame, c'est sa copine intime qui est venue lui rencontrer là où elle vendait les beignets. Sa copine intime là avait déjà été tellement riche, elle garait seulement pour venir là où l'autre de sa copine vendait les beignets. Un jour, elle atterrit là où sa copine vend les beignets. Elle lui dit que ouais maman, toi tu fais même comment pour avoir autant d'argent? Qu'est-ce que tu fais exactement pour avoir autant d'argent? Sa copine lui dit que ma chérie, je préfère toi qui vends les beignets là. Parce que si je te dis ce que je fais pour avoir mon argent, franchement, tu vas dire que non, bête, je cale sur mes beignets. C'est donc comme ça que elle lui dit que non. Celle qui vend les beignets persiste que non. Montre-moi. Tu crois que je suis trop fière de me brûler sur le feu comme ça là? Je ne suis pas trop fière. Je fais ça parce que je n'ai pas le choix. Hein? S'il y a possibilité, pardon, dis-moi ce que tu fais qui rapporte autant d'argent. Tu crois que les beignets, ça me rapporte même quoi? Je me brûle chaque jour au feu. Je rentre, je ne dors même pas. Dès que je rentre, il faut tremper le haricot. Il faut, ainsi de suite. C'est donc comme ça que sa copine lui a dit que non. C'est mieux que tu cales sur tes beignets. Tu n'es pas prête à supporter ce que moi je supporte souvent. Pourtant, moi, je viens ici là comme ça. Je t'envie même. Elle a toujours persisté. Sa copine dit que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieuse? La dame qui vend les beignets dit que oui. Ma chérie, je suis sérieuse. On a grandi ensemble. Regarde ce que je suis devenue. Regarde ce que toi tu es devenue. Moi, je suis là, je vends les beignets. Toi, tu es là, tu roules dans les grosses voitures. Tu fais des grosses business. Pardon, montre-moi ton chemin. C'est donc comme ça que la dame me dit que tu es prête, tu es vraiment sérieuse. Elle dit oui. Que tu es prête, dit oui. C'est donc comme ça que la dame qui est véhiculée là, sa copine là, lui dit que ok, comme c'est comme ça, trouve un jour que tu ne vas pas vendre les beignets, que tu te reposes. Tu me fais signe. Je vais t'amener quelque part. Je vais te dire exactement ce que je fais pour avoir autant d'argent. C'est donc comme ça que la dame maintenant a trouvé un temps. C'était un jeudi. Apparemment, elle ne vendait pas les jeudis. C'est donc comme ça que ils sont partis. Elle a rencontré sa copine. Sa copine a dit que j'espère que tu es sérieuse et tu es vraiment engagée. Faudrait pas qu'on arrive là-bas, après tu fuis, tu dis que non, je ne savais pas et tout. Ce que je fais pour avoir de l'argent est très mauvais. Si tu es prête, l'engagement dit toujours oui, je te dis que je suis prête et je ne suis pas trop fière de brûler mes mains au feu comme ça là. Ce n'est pas facile. Là où je suis là, je souffre. Je brûle même mes mains, je cherche l'argent, je ne vois même pas.
Bon, c'est donc comme ça que sa copine a dit ok. Elle est montée dans la voiture de sa copine. Ils sont partis dans une brousse. Dans une brousse que je ne sais même pas. Ça, c'est ce que j'ai suivi. Parce que la dame est finalement morte. Et puis, elle a expliqué ça à sa grand-mère. Ils sont partis dans une brousse. C'est donc comme ça qu'arrivé dans la brousse là, la dame là, ils ont vu une vieille maison, un vieux chantier abandonné. Une maison même, mais pas de fenêtres, mais abandonnée. Bon, c'est donc comme ça que sa copine restait dans la voiture. Elle dit que tu vois la maison là, non? Va là-bas, là où il y a la maison là. Tu restes tranquille. La personne va venir te trouver. Elle dit que ne me pose pas de questions. Nous sommes déjà là. Tu as dit que tu pouvais. Elle dit qu'en tout cas ça va, il n'y a pas de problème, ma chérie. Elle part. Sa copine reste dans la voiture. Sa copine reste à attendre. Quand elle part, elle se place là-bas au salon de la vieille maison abandonnée là. Maman, elle reste là-bas. Un gros serpent sort dans la maison là. Avec une tête humaine et le corps serpent. La tête lui demande que le serpent lui demande que qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui t'a amené ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi ici? C'est donc comme ça que la dame lui dit que pardon, je suis venue avec ma copine telle. Elle donne le nom. Elle dit que oui, qu'est-ce que tu veux? Elle dit que pardon, je vais avoir beaucoup d'argent. Le serpent lui demande que tu es prête à accepter les conditions. Elle dit bien oui. Le serpent lui demande 3 fois, tu es prête à accepter les conditions? Elle dit oui. Elle dit que okay. Le serpent dit que ok, j'ai une blessure ici là derrière mon dos. Tu vas tout lécher la blessure là. Il dit bien tout. Jusqu'à la blessure est propre. Et tu avales. En léchant ça, tu avales. Comme je te dis là, tu avales. C'est donc comme ça que la dame a dit que il n'y a pas de problème. Maman, on dit que quand le serpent s'est tourné, ça, les blessures, la blessure, une grosse blessure avec les asticots baumaillés sur ça. MG, je ne te dis pas les asticots baumaillés. C'est donc comme ça que elle a léché. Les femmes ont le cœur, maman. Elle a léché. La blessure était clean. Le serpent a demandé que maman, je te vomis combien? Tu veux combien? C'est comme ça que le serpent s'est transformé encore à la tête du serpent même. Parce que c'était la tête d'un être humain. Le corps était serpent. Quand il fallait vomir l'argent, il s'est transformé maintenant en tête de serpent même. La dame dit que je veux 10 millions. Maman, le serpent a vomi 10 millions. Elle a ramassé. Elle a pris le sac banjo dans la voiture. Elle a pris le sac banjo dans la voiture. Elle a mis l'argent dedans. C'est donc comme ça qu'elle est retournée chez sa copine. Sa copine lui dit que tu as alors vu ce que je fais pour avoir de l'argent. Elle dit que maman, sa copine lui dit que la dame qui est partie lécher la blessure, maman, ce n'est pas facile. Oh. Maman, donc c'est comme ça qu'elle dit que j'ai les nausées. Et je me sens pas bien, j'ai les nausées, j'ai envie de vomir. Elle dit que sa copine lui dit que là où tu es là, tu dois fermer ta bouche. Si tu ouvres ta bouche, tu dis à 1 ou 2 personnes, à une personne seulement, sache que c'est ta vie qui est en danger. C'est donc comme ça que sa copine lui demande que et tape les mains, tosse Marco. Après dit que Marco, tu as demandé combien? C'est la dame qui vendait les billets lui dit que j'ai demandé 10 millions. Il a vomi 10 millions, il m'a donné. C'est donc comme ça que sa copine dit que quoi? Tu as demandé quoi? Donc, tu veux me suivre comme ça seulement pour 10 millions? Donc, tu crois que moi, qui est là comme ça là, je viens comme ça là, je laisse ce que j'ai laissé là. C'est pour 10 millions, ma chérie. Vraiment de Dieu, sa copine l'est larguée. Oh, donc tu meurs comme ça pour 10 millions. Tu n'as pas honte. Regarde-moi un imbécile comme ça là. Donc tu étais à 10 millions. Pour 10 millions, c'est quoi? Sa copine lui dit que 10 millions c'est quoi? Donc tu meurs comme ça là pour 10 millions. C'est même comment avec toi? Regarde-moi un imbécile comme ça là. Tu vas soigner, tu vas te traiter avec quoi? Tout ce que tu as léché là-bas, tu vas faire comment? Tu vas te traiter avec quoi? Quand ça se passe souvent comme ça, quand moi je lèche comme ça là, je pars en Europe, j'ai investi l'argent, mon père, on enlève
tout ça? Hein? Tu vas aller t'opérer avec quoi? Tu vas être riche avec quoi? Regarde-moi un imbécile. Et toujours l'esprit d'envier les gens. Voilà, ça t'a eu. Monte dans la voiture, pas te jeter là-bas chez toi. C'est comme ça que sa copine là lui dit, maman, elle était glacée. Glacée, TMG, glacée. C'est donc comme ça que sa copine lui dit ça maintenant. Sa copine lui porte dans sa voiture. Maman, elle était désespérée. Elle dit que je vais alors faire comment? Elle dit que tu vas alors faire comment? Hein? Pardon, monte dans ta voiture, pas te jeter là-bas chez toi. Ne me pas entendre mon nom. Hein? Maman, sa copine lui dit que tu ne pouvais pas demander qu'il te vomit un argent incontable, qu'il te verse un argent qu'on ne peut même plus compter. Tu peux demander 10 millions, c'est quoi? C'est-à-dire que sa copine, elle sèche. Maman, oh, c'est donc comme ça qu'elle est montée dans la voiture. Sa copine allait lui jeter là-bas chez elle. Parce que sa copine savait qu'elle va mourir. Parce que, apparemment, quand sa copine lèche comme ça, là, sa copine part en Europe. On le paie, on retire tout ça. Maintenant, le reste d'argent, elle s'enrichit avec, selon ce qu'elles expliquaient. Voilà, c'est donc comme ça que sa copine est partie lui jeter chez elle. Comme le chez elle était dans notre quartier, en fait, et nous on partait puiser l'eau de ce côté. Quand moi je pars maintenant pour puiser, et apparemment la Réunion siégeait chez elle. Elle avait une grande maison, donc sa maison, la Réunion venait souvent siéger chez elle. Les simples réunions, non. Les réunions du quartier, comme on venait souvent siéger chez elle. Apparemment ce jour où on est venu lui jeter là, le lendemain, il y avait la Réunion chez elle. Elle a voyagé, non. Après ça, elle est partie d'abord, elle a voyagé avec les 10 millions. Elle est partie voir sa maman au village. Quand elle est partie voir sa maman au village, elle a expliqué tout à sa maman parce qu'elle savait que les 10 millions qu'elle a d'abord pris d'abord de un ne va même pas l'aider. Elle a expliqué tout ça à sa maman. Elle a porté les 10 millions, à remettre ça à sa maman. Elle est rentrée à Yaoundé. Quand elle est rentrée à Yaoundé, le lendemain, il y avait la réunion chez elle. Dans notre quartier, leur maison est dans notre quartier, était dans notre quartier. Donc c'est comme ça que après la réunion, je partais puiser l'eau. Moi qui vous raconte l'histoire, c'est un truc que j'ai vu avec mes yeux, le temps là, le moment là. Donc je partais puiser l'eau au puits. Le temps là, il y a la série Marima qui chauffait le temps à la Marima. Marima et Sergio, ça chauffait. Donc moi aussi j'ai couru parce que l'heure de Marima avait sonné. Moi je courais maintenant pour aller puiser l'eau pour venir me laver vite et voir Marima. C'est donc comme ça que je vois sa fille sort de chez elle. Sa fille coupe pour aller appeler le voisin. Parce que la réunion était sortie. Après, dès que la réunion est sortie, elle a dit à sa fille que tremper le haricot dans l'eau. C'est donc comme ça que sa fille a trempé le haricot. Dès que la réunion part, elle se couche sur le canapé. Comme elle s'est assise pour la réunion, elle ne s'est plus levée. Je vois sa fille, quand elle part plusieurs l'eau, je vois sa fille où elle peut appeler le voisin. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que maman est couchée là-bas, elle ne se lève plus. Couchée sur le canapé. C'est donc comme ça que moi aussi étant curieuse, maman, j'étais encore petite, mais j'avais un gros cœur. J'avais le cœur dur. Comme ça que je me lève aussi, je pars. Elle est partie appeler un papa là-bas au quartier. Il est venu, on dit acheter la boîte de lait, Maman, le père là a fendu sa peau, sa chair. La peau était, c'est pas que ça, l'autre ici là, j'ai vu avec mes yeux, devant Dieu, j'ai vu. Sa peau était tout blanc, elle n'avait même pas un grain de sang. Il dit même un grain de sang, elle n'avait pas. Elle était toute blanche. On a demandé d'acheter le lait non sucré, Jusque là, ça n'a pas donné. Nanga est morte. Elle est morte, maman. Quand elle est morte comme ça là, comme sa mère connaissait à l'origine de sa mort, tout ce qui s'est passé. C'est donc comme ça que elle est morte, elle ne laissait pas les gens au quartier. Tantôt, d'autres gens disaient que j'ai rêvé. Les gens rêvaient d'elle. On a même fait des foulards à son nom. On a fait le deuil au quartier, comme tout le monde la connaissait. C'était une maman, on l'appelait Mamie Baignée, donc tout le quartier le connaissait. C'était une maman. Donc c'est comme ça que moi-même je l'ai vue, maman. Et jusque-là, je tremblais. Donc c'est comme ça. Donc un jour maintenant, le jour qu'on a fini les obsèques à Yaoundé, on est parti au village avec le corps. Maintenant, pour enterrer le corps au village, on a maintenant dit que non. Comme on veut enterrer son corps là, et comme sa mère a expliqué l'origine de sa mort, qu'elle a fait comme ça pour avoir l'argent et tout, voici ce qu'elle m'a remis. Donc c'est comme ça qu'on a dit que, ok, pour qu'elle ne dérange pas les gens, il faut qu'on enlève son cœur
avant d'enterrer. C'est donc comme ça que dès qu'on a voulu enlever son cœur, on a dit que c'est sa mère qui doit enlever son cœur, le cœur de sa fille, avant qu'on enterre sa fille. C'est donc comme ça que quand on est parti au village, quand ils sont partis au village pour enterrer, parce que ça, ce sont les gens du quartier qui sont rentrés du village maintenant pour enterrer, pour nous dire. Parce que nous-mêmes, nous autres, on n'avait pas, on était toutes petites. Parce que même ma mère même était partie. Donc, c'est donc comme ça alors que dès que sa mère fend son cœur, sa mère fend son cœur pour enlever. Sa mère fend son cœur pour enlever pour enlever le cœur. Dès qu'on fend pour enlever le cœur, on ne connaît pas là où le cadavre a pris le marteau. Elle a dosé sur la tête de sa mère. Il y avait 2 cadavres le jour-là. Sa mère est morte à l'instant T. Comme je vous dis là, sa mère est morte à l'instant. C'est une histoire très, 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 très vraie. Je vous dis très, 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 très vraie. Que je connais ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Je connais là où ses enfants vendent. Quand je regarde souvent ses enfants, je ne sais pas. La terre est très, très dangereuse. Donc, j'ai tenu à raconter cette histoire parce que j'ai tellement... Il est bien vrai, je raconte souvent ça à mes alentours parce que c'est un truc que j'ai vécu étant dans notre quartier, étant petit. Donc, je raconte souvent ça aux gens. Donc, quand j'ai suivi votre émission, je suis souvent vos émissions. Bon, j'ai décidé aussi de raconter aussi ça, si ça peut édifier certaines personnes. L'esprit d'envier là, s'il vous plaît, l'odeur est gâté. Le dehors est mauvais. Pour celui qui n'a pas encore compris ça, franchement, même à travers cette émission, s'il vous plaît, comprenez ça comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la deuxième histoire, mais avant, laissez ce que vous pensez en commentaire. Ceux qui ont vécu l'histoire, laissez en commentaire. Ok, deuxième histoire. Bonjour DMG. Moi c'est un habitant de Douala. Je viens par ici vous raconter une histoire que j'ai vécue. Je me rappelle, c'était en 2007. Il y avait une femme mariée au quartier. Cette femme mariée ne manquait de rien. Son mari devait travailler dans une microfinance, je crois bien. Alors là, le monsieur est allé au travail et a laissé sa dame à la maison et leurs 3 enfants. La dame a donc calculé 9 heures pour aller au marché. En fait, elle a traîné à la maison et est allée au marché à 9 heures. À 9 heures, pendant qu'elle allait au marché, et devant elle se trouvait sa voisine. Pendant qu'elle voulait rattraper sa voisine, un monsieur Lacoste, un monsieur en gandoura. Lacoste lui dit: bonjour madame, vous êtes vraiment jolie. La dame sourit et il dit à la dame: est-ce que je peux vous appeler? La dame lui dit: non, je n'ai pas de téléphone. Pendant que la femme voulait rattraper sa voisine, il lui dit: mais attendez, si vous n'avez pas de téléphone, ce n'est pas un problème. Ils étaient presque sur la route du marché et il y avait des comptoirs où on vendait des téléphones portables. Le monsieur en gandoura dit à la dame de choisir, prendre un téléphone de son choix. Il va payer sur place. La dame a été très émue, très attirée et a dit: cet homme, aujourd'hui sûrement j'ai gagné le jackpot. Elle s'est arrêtée et elle a choisi un téléphone de marque. Le monsieur a payé. Et le monsieur lui dit: tiens, voici mon numéro. Quand tu vas mettre la puce, tu m'appelles. La dame a pris le téléphone et met dans sa poche. Elle est au marché. Pendant qu'elle est partie au marché, elle a fini de faire le marché, elle est rentrée. Elle a fait d'abord la cuisine. Et puisqu'elle avait déjà son téléphone qu'elle avait laissé à la maison, donc elle mentait à ce monsieur qu'elle n'a pas de téléphone. Elle a laissé le téléphone dans la maison. Arrivée à la maison, elle enlève sa puce dans son téléphone que le mari lui avait offert. Elle met ça dans le téléphone que le passant lui a offert, le monsieur en gandoura. Elle met le téléphone. Elle manipule. Mais quand elle appelle le numéro du monsieur, le numéro ne passe pas. Alors elle était contente d'avoir eu un téléphone neuf.
Quand son mari rentre à 18h du boulot, elle pose le téléphone sur l'armoire qui se trouvait au salon. Entre le couloir et le salon se trouvait l'armoire. Et sa chambre, elle était au fond. Le monsieur est rentré de la maison, du travail. Il s'est reposé. Ils sont couchés normalement. Mais seulement la douche de la chambre, la douche, il n'y en avait pas dans la chambre. Il fallait passer par le couloir pour rejoindre la douche à l'extérieur de la chambre. C'est donc comme ça que le monsieur s'est levé pour aller uriner la nuit. Il regarde, il voit un serpent sur l'armoire. Il dit, mais tiens, le serpent, c'est sort d'où? Il court réveiller sa femme, il dit à sa femme, un serpent. Quand sa femme se réveille, ça redevient le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit à la dame que, mais toi, tu vois le téléphone comment? La dame prend ça, c'est le téléphone. Il dit, mais le téléphone sort d'où? La dame dit, c'est un de ses amis qui lui a offert le téléphone. Le monsieur demande, l'ami là, c'est qui? Elle donne le numéro. Elle dit un ancien camarade de classe. Le monsieur essaie d'appeler, le numéro ne passe pas. C'était grave. Il fallait s'en débarrasser. La dame est partie jeter le téléphone à PK8 au Kondi. Le téléphone, le temps qu'elle arrive à la maison, le téléphone est revenu se poser sur l'armoire. La dame a jeté le téléphone 3 fois. À un moment, elle s'est fatiguée. Elle a laissé le téléphone là-bas. Le mari étant allé au boulot, a dit au frère de la femme qu'il y a un problème chez lui. La dame est tombée malade sur place. Les boutons ont commencé à sortir sur elle, sur tout son corps, comme le lézard. Le frère du monsieur, c'était un homme en tenue. Il est rentré avec son beau-frère à la maison. La fille était déjà très malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont allés voir un tradipraticien, un Gabamoun, qui leur a fait le traitement. Il a demandé au mari de la femme de chercher 305 000 francs et de les faire en petites coupures. Le monsieur s'est battu, trouvé 300 000 francs, 305 francs, autant pour moi. Et le monsieur a amené ça chez le guérisseur en petites coupures et la pièce de 5 francs. Le guérisseur a fait un cercle, un grand cercle de feu. Il a mis la femme à l'intérieur. Il a dit à la femme que il va faire son traitement. Mais sa guérison ne dépend pas de lui. Si les esprits déposent le traitement, ce sera sa chance. Mais s'il ne dépose pas, qu'elle va attendre sa mort. Il a donc fait un grand feu. Commençait à prendre des billets de monnaie là. 500 000 francs. J'étais dans le feu. J'étais dans le feu, danser. J'étais dans le feu, danser, chanter. J'étais dans le feu. La femme était autour du feu. Un grand feu. Allumé, elle était au milieu. Quand il a fini de brûler tout l'argent, c'est resté la pièce de 5 francs. La pièce de 5 francs, il a posé dans le feu. La pièce de 5 francs a disparu. La dame, quand le feu est resté dans le feu, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Quand le feu s'est éteint, il a mis une natte. Il a dit à la dame de dormir. La dame s'est couchée au milieu des cendres. Le grand matin, 5 heures, le traitant est revenu là regarder. Il a vu qu'il y avait 2 boîtes posées à côté de la dame, avec des choses comme les asticots du West, les pourritures, des choses comme la pâte pourrie, les déchets là. C'est le traitement qu'on avait posé. Il a fait manger à la dame une partie. Il a fait des scarifications à la dame. Il a oint avec. Et il lui a dit de rentrer, se coucher. Elle a 7 jours sans se laver. Passer les 7 jours. Si elle viole l'interdit, 7 jours sans faire l'amour, sans se laver, sans saluer quelqu'un avec la main. Si elle respecte les interdits, ça va passer. Alors la dame est rentrée chez elle. Elle était dans sa chambre. Elle n'est pas sortie de sa chambre durant les 7 jours. Durant les 7 jours, le monsieur qui avait donné le téléphone venait dans les rêves, lui dit: pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça?
La dame ne parlait pas. La dame a traversé ces 7 jours. Elle a respecté son traitement. Le monsieur n'est plus revenu dans la déranger en forme de serpent et dans ses rêves. C'est pour dire aux jeunes filles, aux jeunes hommes, que le dehors est compliqué. Le dehors n'est pas comme on voit. Quelqu'un peut vous envoûter sur quelque chose qu'il ne détient pas. Vous voyez, il a pris un téléphone sur un comptoir en bordure de route qu'il n'a même pas touché, mais il avait maléficié. Il faut faire très attention. N'ayons pas les longs yeux. La dame avait déjà le téléphone que son mari lui a offert. Est-ce qu'elle avait besoin de prendre un nouveau téléphone? Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Les cadeaux empoisonnés là. Rentrez pas avec à la maison, pardon. On passe à la 3e histoire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Bonjour DMG, comment tu vas? Très bien, Et ta toi? journée? Sinon ici, nous portons à merveille. Super. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui date de 2003 et concerne mon papa chéri. Et mon papa, il était un fonctionnaire de l'État. Et il était affecté également dans un des départements de la région où nous sommes actuellement. Voilà. Il était agent technique d'agriculture. Voilà. Et il faisait des sorties dans les villages afin de superviser les champs et de tenir des rencontres et pour apporter des solutions aux préoccupations, voilà, des agriculteurs. Maintenant, à chaque rencontre dans les villages, quand il finissait ses rencontres avec les villageois, on lui apportait à manger et à boire. Voilà. Maintenant, bon, au passage, je signale que mon papa, c'est un fervent catholique, même jusque-là, quand bien même que son âge soit avancé, il est toujours vraiment attaché à son église et à ses prières. Voilà. C'était quelqu'un de très simple et il était aimé vraiment de son entourage. Voilà. Donc, comme ça, un jour, lorsqu'il se rendit dans un village, à la fin de la rencontre, on lui a apporté la nourriture. Il se trouvait que ce jour-là, il avait jeûné. Il leur a dit, bon, je serai obligé de décliner à votre offre de nourriture parce que franchement, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. J'aurais aimé partager la nourriture avec vous, mais là, je suis en jeûne. Donc, c'est ainsi qu'un vieux lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et tu tiens 2 noix de cola. Il lui a donné 2 noix de cola, effectivement. De grosses noix de cola. À la fin, voilà, quand tu iras à la maison et que tu vas rompre ton jeûne, tu pourras en manger. Voilà. Et c'est là, le vieux a pris et puis il a remercié affectueusement et il a empoché les noix de cola. Maintenant, arrivé à la maison, il a carrément oublié, il a fait des jours. Il s'en souvenait même plus qu'il avait empoché de la cola. C'est lorsqu'un jour, maintenant, ma maman est en train de faire la lessive. Comme d'habitude, elle fouille les poches du vieux, des habits du vieux, voilà. Donc, c'est ainsi qu'elle tomba sur les 2 cailloux. Elle les ramasse. C'était de très jolis cailloux. Je dis bien de très jolis cailloux. Quand vous les voyez, c'est pas des cailloux. Quand vous regardez, vous sentez que c'est pas des cailloux ordinaires. Parce que ce sont des cailloux tellement lisses et voilà, très jolis à voir. Donc, et c'était de très gros cailloux aussi. Quand je dis gros cailloux, c'est pas de, voilà, de toute façon, c'est à comparer à la taille de la noix de cola. Voilà. Maintenant, elle vient demander au vieux, mais c'est quoi ces cailloux qui sont dans ta poche? Le vieux dit que ben, je ne suis au courant, c'est la première fois que moi je vois ces cailloux. Et maintenant, et c'est là, il s'assoit, quand la vieille se retourne maintenant pour faire sa lessive, c'est là qu'il s'assoit et il se souvient qu'on lui avait donné 2 noix de cola. Il a demandé donc à la vieille de l'amener l'habit dans lequel du moins elle a enlevé les noix de cola. Et c'est là, quand la vieille a porté la chemise, il dit waouh, ces 2 cailloux que tu vois, ces 2 colas que l'on m'a donné dans tel village lorsque je suis allée tenir une rencontre. Ce jour-là, j'étais en jeûne, voilà pourquoi et je n'ai pas
manger, voilà, ils m'ont donné la cola alors de venir rompre mon jeûne avec, et j'avais complètement oublié. Alors c'est ainsi que le vieux va prendre les noix de cola, il a prié dessus. Bon, ce sont les cailloux du moins, voilà. Il a prié dessus et il en a amené à l'église le matin, bonheur à la prière. Et il en a montré au prêtre. Ils ont prié également et il a repris ces 2 cailloux amenés à la maison. Les cailloux étaient là, nous on voyait ça jusqu'à ce qu'on grandisse. Mais bon, au fil du temps, actuellement, je ne sais pas comment les cailloux ont disparu de la maison. Sûrement que quelqu'un les a ramassés. Voilà. Sinon, il avait soigneusement mis ça dans une boîte qu'il avait déposée. Et quand nous, voilà, on a grandi, on a vu ça, beaucoup aussi ont vu ça, même des petits-fils. Voilà. Ce que moi, je peux dire aux gens, ce qui a sauvé mon papa est certainement sa foi. C'est la prière. C'est la prière. Voilà. Ce qui veut dire que non, c'est si réellement il n'était pas en jeûne, il allait manger la cola. Et s'il mangeait, c'est pas sûr, c'est à l'heure là, on était en train de le conjuguer au passé. Voilà, ce que moi je peux conseiller à mes frères et sœurs, c'est de toujours garder la foi et de prier, parce que le monde de dehors est mauvais. Tous ceux qui rient avec vous ne sont pas certainement vos amis. Voilà. Dents blanc, cœur noir. Donc, en tout cas, ce que moi j'avais à partager, c'était ça. Voilà. Merci beaucoup et agréable journée à tous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Dents blanches, cœur noir. Voilà un proverbe. Hein? Donc, on passe à la 4e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonsoir DMG. Merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui parce que mon histoire me hante depuis, ça fait de cela 3 ans. Moi, je vis au nord Cameroun, plus précisément à Garoua. J'avais rencontré un monsieur qui a promis m'épouser. Comme ça, il me draguait, il venait à la maison, il m'offrait des petits cadeaux. Et j'acceptais parce que j'avais 17 ans, ce temps-là. Comme ça, un de ces jours, il m'a pris, il m'a amené. Comme ça, il est entré dans les toilettes et il crachait là. Comme ça, un de ces jours, il m'a pris, il m'a amené dans sa maison. Comme ça, il est entré dans les toilettes et il crachait du sang. Je me demandais pourquoi il crachait du sang. Et après, le sang là est devenu l'argent. Il m'a dit que comme ça là, je peux te faire ça. Toute la nuit, je peux vomir du sang et transformer en argent. Et j'avais peur. Et j'ai pris mon courage. Et il était 20h. Comme ça, il m'a amené dans un quartier là. Il m'a dit que quand tu vas devenir ma femme, il faut que je te montre mes secrets et tu dois participer à ça. Il m'a dit alors que tu as besoin de quoi? Je lui ai dit que j'ai besoin de quoi, comment? Je n'ai besoin de rien. Il m'a dit que je vais te donner beaucoup d'argent. Je lui ai dit que combien? Il dit que toi tu me proposes. Quand j'étais petite, je lui ai dit que je voulais 100 000 pour acheter les habits. Il m'a dit non, propose beaucoup. Propose les millions. Je vais t'amener à l'étranger. Je lui ai dit que ok. Il m'a dit que quand je vais te donner mon argent, beaucoup d'argent, et je t'amène à l'étranger. Après 1 an, on va venir t'appeler et te demander des sacrifices. Je lui ai dit que quoi? On m'appelle au téléphone ou bien? Il m'a dit que non. Les esprits vont venir à minuit t'appeler pour que tu donnes des sacrifices pour renouveler ton contrat. Je lui ai dit que non, je peux pas. Je suis d'abord petit, je peux pas entrer dans les trucs comme ça. Il m'a donné, si je crois, 300 000. Il m'a dit de rentrer à la maison,
Depuis le jour-là, je ne l'ai plus revu. Il m'a plus appelé. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Parce que pour moi, c'est RAS. On passe à la 5e histoire rapidement. Avant de dormir. Merci. Bonsoir mon frère DMG. J'ai une histoire à vous raconter. Et l'histoire là s'est passée quand j'étais encore étudiant, juste au niveau de l'école de poste. En fait, je vivais dans une chambre d'étudiants, une chambre moderne d'étudiants. Et ceux qui connaissent les chambres d'école de poste, juste au niveau de Neptune, là, il y a une entrée en face de la boulangerie, il y a une entrée juste à droite. Je vivais dans cette chambre. Pour ceux qui connaissent les chambres d'étudiants de l'école de poste, les chambres modernes, c'était du genre, la chambre était juste une chambre d'étudiants. Mais la cuisine et la douche étaient juste face à face. Et cela s'était passé juste un samedi. J'étais couché sur mon lit. Je me souviens bien, je regardais la série Game of Thrones. Et quand je regardais la série Game of Thrones, j'étais juste allongé. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu la paralysie de sommeil dans la nuit. Ma part, c'était quoi? C'était que je dormais subitement, j'avais les yeux ouverts. Après, je me suis réveillé. Consciemment, je savais que je ne dormais pas. Puisque la série qui passait, l'action qui passait dans la série, je vais vous raconter, c'est l'action qui passait dans la série, c'est la même action que j'ai eue quand j'ai repris mes esprits. Au fait, je dormais. Subitement, j'étais paralysé. Et il y a, je peux dire, ou c'est un esprit, ou c'est un fantôme, je ne sais pas. Cet esprit-là est sorti de la cuisine, se plaçait devant l'entrée qui mène juste à la cuisine et la douche. Et cet esprit-là, subitement, avec le visage de ma petite sœur cadet. Je dis que, comment ma petite sœur cadet, elle est engandérée, mais son visage, je la vois ici. Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas de force. J'étais juste cloué. C'est comme si on m'avait scotché sur le lit. J'étais cloué. Je n'avais pas la force de me lever. Subitement, elle a fait un pas en avant. Elle m'a tendu le bras. Quand elle m'a tendu le bras, la force pour arrêter son bras, je n'avais pas cette force. Je n'avais pas cette force. Donc, je voulais crier, je voulais l'appeler, je voulais lever le pied, je voulais me lever du mur, mais je n'avais pas cette force. Sur quoi, une force, je ne sais pas d'où cette force-là m'est venue, j'ai tendu le bras, j'ai arrêté sa main. C'est où j'ai tiré sa main. Elle est arrivée juste au niveau du lit, en bas du lit où je mettais les pieds. Elle est arrivée. Après, subitement, elle a lâché ma main. Donc, elle a tapé ma main. Elle est entrée dans... Elle m'a fait d'abord bye-bye. Elle m'a fait bye-bye de la main. Après, elle est entrée dans la douche. J'ai crié Jésus. C'est où j'ai crié Jésus que je me suis réveillé. J'étais conscient. Et où j'ai vu que non, ce n'était pas un rêve, où j'étais conscient, j'avais toute ma capacité, c'est que l'action qui se passait dans la télé, l'action de Game of Thrones qui se passait, c'est la même action-là que j'ai vue. Le ronflement du ventilateur, c'est le même ronflement-là qui se passait. Et j'avais qu'une culotte avec un tricot. C'est le même vêtement que j'avais.
Je me suis levé, j'ai fait l'effort d'entrer dans la douche, je n'ai vu personne. Mon frère, c'est où non? Aïe, 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 je me rappelle bien, il était 3 heures. C'est où? J'ai commencé à trembler, j'étais glacé, vraiment glacé. J'ai ouvert la porte, bap. Je ne sais même pas si j'avais fermé la porte ou pas. Je suis allé chez mon ami, j'ai toqué. Je me suis endormi chez lui. Le lendemain, j'avais peur même de dire ça à ma mère. Et comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, pour ceux qui connaissent les protestants, le papa est ancien d'église et la maman est diaconesse. C'est où alors je fais appel à un ancien d'église, celui qui était mon mentor quand j'étais encore juste à l'école de dimanche. Je l'explique la situation, je lui dis que voilà ce qui s'est passé la nuit dernière, je ne sais pas. Et cet esprit ou peut-être ou peut-être cette personne avait le visage de ma petite sœur, avec le coton à l'intérieur des narines. C'est où il m'explique juste que c'est un esprit qui est sorti de l'au-delà. Il a pris juste le visage d'une personne que tu aimais le plus. Et si peut-être la personne parvenait à te tirer du lit, c'est où peut-être dans la nuit là tu allais mourir. Massa. Je dis que comment ça allait même se passer. C'est où il me dit que non, c'est un monde spirituel, machin, tu chances que tu n'as pas 4 œils ou peut-être ton esprit ne se balade pas comme d'autres. Si ton esprit se baladait, on allait te prendre. Je suis resté comme ça, il dit Massa. C'est où j'ai appelé la maman. J'ai commencé à expliquer à la maman. On est allé ensemble, on expliquait à la maman. La maman a appelé la grande soeur, comme ma petite soeur vivait chez ma grande soeur à Ngaoundéré. Si l'enfant se sentait bien, si l'enfant n'avait pas, c'est où on explique. On a commencé à faire les cellules de prière, c'est où puisque le pasteur était déjà au courant, c'est où le pasteur il m'a dit que mon fils, c'est pour ça qu'on vous demande que avant de dormir, essayez de prier. Essayez de réciter, ne serait-ce que Bon, en fait, il m'a donné un verset là, je me rappelle très bien du verset, Psaume 91. Psaume 91, tout le psaume, il m'a demandé de lire le psaume 91. C'est un psaume de protection et de le réciter au moins 7 fois avant de dormir. Et ma courte histoire, si je voulais un peu... ce que je peux dire aux frères, c'est que avant de dormir, même si on est fatigué, même si c'est qu'on a fait du n'importe quoi, il faut d'abord prier. Ne serait-ce que prendre, ne serait-ce qu'une minute de son temps, prier avant de dormir. Merci, c'est une courte histoire, mais c'est ce que j'ai vécu. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà. 6e histoire. Bonjour. Voilà, je voulais raconter mon histoire. Ce que j'ai vécu au village, au Bénin, dans mon village natal. Voilà, j'étais une fois, je partais regarder la télé avec mes 2 frères, mon grand frère avec mon petit frère. Je partais regarder la télé chez un oncle. Bon, arrivé là-bas, on a fini de regarder tard dans la nuit, environ de 22h, parce que dans le village, c'était mon oncle, c'est moi qui avait télé. Donc, on a fini de regarder, on partait à la maison. Il faisait tard, vers environ de 22h comme ça. Donc, on partait à la maison. Et mon petit frère, lui, il avait peur. Lui, il était derrière, il avait peur. On était 3. Donc, moi, j'étais au milieu, mon grand frère était devant. Donc, lui, il avait peur. Je dis, qui lui, il a peur. Moi, je dis, faut quitter là-bas, toi t'as trop peur. Donc je me suis mis derrière. On marchait, quelque chose m'a piqué. La chose m'a piqué, voilà, notre maison n'est pas trop loin de la maison de mon oncle. Donc la chose m'a piqué, il dit, ça c'est quel moustique ça là. Avant qu'il arrive à la maison, mon pied s'enflait. Gonflé, bien enflé même. Je ne pouvais même pas marcher. Ça me faisait mal. Mon père m'a demandé, c'est qui t'a joué ballon? J'ai dit non. T'as fait par là, j'ai dit non. Mais à quoi, pourquoi ton pied enflé?
On est resté là, puis en train de s'enfler. Et là, environ de 1 heure, 2 heures comme ça, je ne dormais pas. Tous mes frères, mes soeurs, mon père, maman, tout le monde était là. Je ne dormais pas, je pleurais seulement. Il y a une vieille qui a frappé à la porte. On ne sait pas où la vieille elle est quittée. Elle a frappé à la porte. Et elle rentre dans la maison, elle salue tout le monde. Elle attrape mon pied. Elle regarde jusqu'à... Elle dit que ça c'est un sort. Ils m'ont lancé un sort. Donc là, si je dors, je m'endors, je meurs. Là, si je m'endors, je meurs. En ce moment, j'étais petit, il y avait environ de 9 ans comme ça. Je dis, hein? Moi-même, j'ai attendu, mais elle a dit, ah, si je dors là, je meurs. Donc, elle a dit à mon père de l'accompagner dans la brousse, environ de 1 heure, 2 heures comme ça. Ils sont allés dans la brousse. Elle a donné certaines plantes à mon père pour qu'il vienne me donner, pour que je bois et puis mettre sur le pied. Puis quand la vieille là, elle a fait ça net, on a plus revu la vieille. C'est que si elle a donné les plantes, mon père a fait, ça a marché. Environ de 5 heures comme ça, on a pris la route pour aller dans un village, pour aller voir un guérisseur, praticien, genre un marabout, voilà, pour aller voir. Arrivé là-bas, on me fait asseoir, moi, mon père et ma mère. On a assis, on me dit, ah, que ça c'est un sort. Mais il veut voir la personne qui a lancé le sort, on veut savoir. C'est pas du jeu, c'est pas vous dire que c'est film, c'est pas vous dire on. Moi j'ai vu. Le monsieur me dit, ah, assieds-toi sur un calebasse. Et monsieur assis sur le calebasse. Il me dit, regarde dans l'eau là, que tu vas voir quelque chose. Que c'est la chose qui t'est arrivée. Il regarde dans l'eau, et c'est comme moi-même j'étais même dans le coin où tout s'est passé. C'est comme il me suis retenu dans le passé. Tout ce qui s'est passé, où le gars m'a lancé ça, il l'a vu. C'était mon oncle. Lui, il a regardé la télé chez lui, c'est lui qui m'a lancé le sort. Il l'a vu, il a fini de faire ses grimaces, il m'a lancé. Moi, il t'a arrêté, il t'a regardé même dans l'eau là même. C'est comme j'étais présent, le jus qu'il a fait le truc. Il a regardé. Jusqu'à il a fait. On m'a dit, ah, tu as vu, tu sais qui t'a lancé le sort. Maintenant, toi, tu le veux quoi? Il a dit, ah, moi, je ne le veux rien. Il laisse tout dans la main de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. On est arrivé, on a fini tout, on a fait la cérémonie. Et tout ça, et mon oncle, quand il était malade, il venait à la maison. Il fait comme c'est pas lui, il me demande, comment tu vas, ça va? Et ceux qui ont fait ça, c'est pas bon, c'est Dieu qui a les punir. Pourtant, c'est lui qui a fait ça. Maintenant, c'est là maintenant ils m'ont expliqué, mes frères m'ont expliqué que maman avec la maman, la femme de mon oncle, ils avaient eu un discours, ils ont fait palabre. Palabre, se sont insultés, Et puis, dans ça, le fils de la femme de mon oncle est décédé. Donc, le gars dit que c'est maman qui a tué son enfant. Donc, c'est à cause de ça, il a fait tout ça là. Donc, c'était mon histoire qui était là. Et merci à vous aussi. Et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 7e histoire. DMG, bonsoir. Je viens encore une fois de plus raconter une histoire. Et par la même occasion, je profite à donner un coucou à toutes les personnes qui suivent votre émission. Je viens pour participer pour une deuxième fois à votre émission. Je suis cette dame-là qui avait raconté l'histoire d'une petite fille qui avait constamment la présence d'une souris dans sa partie intime. Mais cette fois-ci, je ne viens pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais une histoire qui me concerne directement. Nous sommes en 2007. Je suis avec une amie. On prend la décision, vu le chômage qui était vraiment en plein en nous. On vivait vraiment une situation vraiment très précaire. C'est comme ça que mon amie vient, elle me trouve. On était constamment ensemble, on se parlait de tout et de rien.
Mais elle était déjà à un niveau un peu plus avancé, à un niveau spirituel un peu plus avancé que moi. C'est comme ça, au cours d'une de nos conversations, elle me fait savoir que je connais une fille à l'église qui a témoigné, elle est rentrée dans un jeûne, voilà, patati patata, et sa situation a été exaucée. Donc Dieu l'a exaucée. Elle me dit, il y a plein de témoignages comme ça, donc quand tu rentres dans le jeûne, tu fais ce que le pasteur te demande de faire. Après un moment donné, ta situation est réglée. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, ok. C'est comme ça qu'elle me dit, je vais aller me renseigner chez le pasteur et comme ça, je viendrai te dire, on va rentrer dans le jeûne. J'ai dit, d'accord. Elle est partie, je pense que, bon, on se retrouvait de temps en temps, mais une semaine après, elle est venue me trouver. Elle me dit, il faut qu'on rentre dans le jeûne pour demander à Dieu de nous donner du travail. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Vu la situation auquel nous sommes confrontés, ça signifie que lorsque nous sortons du jeûne, on aura automatiquement du travail. Elle me dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on fait. Chacune de nous, on fait 9 copies de dossier. Et on rentre dans le jeûne avec. En fait, j'ai été orientée par elle puisqu'elle était à un niveau spirituel un peu plus élevé que moi. Moi, j'étais vraiment ce qu'on appelle bébé spirituel. C'est comme ça qu'on se lance dans un jeûne de 3 jours. Et il était question qu'au sortir de là, on devait prendre ces dossiers-là et aller les déposer dans des différentes entreprises. 3 jours après, on s'est levé, on s'est lavé et on a pris la décision d'aller en ville. On prend le taxi pour la ville, c'est comme ça, on arrive au centre-ville. Centre-ville, en fait, en passant, je note que je suis gabonaise. Je suis gabonaise et je réside à Libreville, ça veut dire la capitale du Gabon. Pour ceux qui connaissent le Gabon, on arrive au niveau de la SCG, on commence à regarder comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à déposer certains dossiers. On est entré à la SCG, on a déposé, on est allé à l'hôpital général, on a déposé, on est descendu pour aller vers la BICIG, après le commissariat central. On dépasse le commissariat central, lorsqu'on arrive à la ruelle qui mène à la BICIG, UGB et tout. Il y a plein de sociétés par là, de petites sociétés et tout. C'est comme ça que devant nous, on aperçoit une dame qui allait devant nous. Une dame de courte taille, vraiment très courte. Et à noter qu'elle était bossue. Elle avait une bosse derrière elle. Donc elle allait devant nous, nous on était derrière. C'est comme ça qu'à un moment, lorsque je lève les yeux, je vois qu'au niveau de sa bosse, je vois quelque chose comme si c'était un vieil homme qui était assis sur sa bosse. Ça fait comme un flash, le temps que je réfléchis pour dire que qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce une hallucination ou une réalité? Ma copine également me fait signe. La femme avançait devant nous sans pourtant regarder derrière. Donc ma copine me fait également signe. Donc elle aussi, elle avait vu la même chose. Donc on s'arrête un moment. Et une fois qu'on s'est arrêté, la dame s'est retournée pour nous dire, pourquoi vous me regardez? Ma copine et moi on se regarde, on dit, on vous regarde. Il y a quoi? Est-ce qu'on a un problème? Il dit, non, vous m'aviez vu. Je sais que vous m'aviez vu. Donc vous allez voir ça tout de suite. La dame s'est déchaînée de là où elle était. Elle est venue, elle m'a tiré le haut, le chemisier que j'avais. Elle a commencé à me balancer puisque moi déjà je ne voulais pas être froissée et du coup j'évitais à ce qu'elle me balance n'importe comment de peur de ne pas perdre le lot de dossiers que j'avais en main. C'est comme ça que ma copine aussi se fâche.
comme elle était un peu plus forte de gabarit et tout, elle se jette aussi sur la femme. La femme dit, comment ça? La femme a commencé à se battre contre nous deux. On essaye de se défendre, pas moyen. C'est comme si elle avait une autre force, une force surnaturelle. Bon, pour dire vrai, on a été copieusement bastonné par cette femme-là. Une femme de petite taille, de très petite taille. Au point où le sang est même sorti. Des gens sont venus par-ci par-là pour assister à ça, mais la femme se déchaînait toujours pour dire « je finis avec vous ». Comment? Comme le commissariat n'était pas loin de nous, les policiers sont venus, on nous a pris nous tous, on est partis au commissariat. Arrivé au commissariat, la femme dit « les deux m'ont vu ». Les policiers lui posent la question de savoir comment elles t'ont vu. Effectivement, je suis là, il y a un enquêteur qui disait, je suis là et je suis en train de vous voir. La femme jure que vous ne me voyez pas, mais les deux m'ont vu. Elles savent de quoi je parle. On a essayé de vouloir nous défendre. La femme était toujours campée dans sa situation, dans sa position. C'est ainsi que les policiers ont dit à la femme, nous croyons... Bon, en fait, l'enquêteur a dit à la femme, je crois que vous avez un autre problème avec vous, les dames là. Donc, dans ce cas, nous allons devoir vous relâcher, mais nous ne voulons pas que vous continuez à faire des problèmes. Si ça continue, la personne qui sera la première à porter main sur l'autre sera enfermée. C'est comme ça qu'on nous a relâchés. Et du coup, on est reparti sur les lieux où il y a eu la bagarre pour ramasser les pièces, comment on appelle, les documents qui s'étaient envolés partout, un peu partout dans la ville. Mais sérieusement, on avait eu mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va s'asseoir dans un coin, on se dit, tiens, effectivement, cette femme-là, j'ai vu quelque chose, j'ai dit ça à ma copine, j'ai vu quelque chose, ça frappait comme un flash. Et j'ai vu un vieillard assis sur sa bosse. Mon ami aussi me dit pareillement que c'est la même chose que j'ai vu. C'est comme ça qu'on a déduit que ça doit être un esprit. Donc, pendant qu'on parlait, pendant qu'on était en train de parler, c'est là où je peux dire que l'idée m'est venue que non, on a mal fait, on a fait un jeûne. On a fait un jeûne où on n'a pas eu un conducteur spirituel. Parce que la leçon que j'ai tirée de ça, c'est quoi? Dans ces affaires de spiritualité, surtout pour les gens qui font des jeûnes n'importe comment, nous devons faire très attention. Parce que le jeûne, c'est quoi? Lorsque nous rentrons dans le jeûne, il y a certaines entités qui se lèvent. Ça veut dire des entités qui agissent négativement dans nos vies et d'autres positivement dans nos vies. Donc si nous-mêmes nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, nous allons être exaucés par le diable. Je pense que c'est ce qui nous était arrivé ce jour-là. Au lieu qu'on soit exaucé par Dieu à travers ses prières, on a plutôt invoqué Satan sans pourtant le savoir. D'où lorsque nous sommes partis en ville, on a croisé une telle situation. Et c'est comme ça que notre journée a été bafouée. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Merci, je vous reviendrai avec une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Imagine tu étais à la place des deux filles là qu'on a tapé. Qu'est-ce que tu allais faire? Ok. On passe à la 8e histoire. Je vais vous demander d'écouter celle-ci vraiment attentivement. Bonjour DMG. Je vais vous conter ma propre histoire. Oui, ma propre histoire. C'est comme ça. Nous avons formé un groupe. Nous avons un groupe au fait. Nous avons un groupe des enfants, des fonctionnaires. Voilà comment à chaque fois on se rendait dans des piscines, bon, il y avait un endroit là-bas, il y avait une piscine spécialement pour les enfants des douaniers. Ouais, les enfants, les femmes, et en tout cas, tous les enfants des douaniers.
Donc on se rencontrait là-bas pour se distraire, s'amuser, se baigner un peu dans la piscine et tout. Donc c'était un endroit bien aménagé, vous voyez. Donc voilà comment, entre nos potes, les enfants, puisque nous sommes vraiment habitués là-bas, nous sommes des habitués dans cette zone. Donc c'est comme ça, un jour je tombe sur une fille, mais qui a l'air un peu âgée. Donc tout de suite, puisque nous sommes des habitués là-bas, donc je fais appel à un vigile, puisque eux ils nous connaissent là-bas, on fait appel à un vigile. Donc le vigile vient, je lui demande, mais celle-là c'est qui? C'est là où le vigile me dit, c'est la femme à un douanier, à un vieux douanier. Donc voilà. Et c'est ce qu'il m'a dit, et il est reparti à son lieu de poste. Voilà. Et puis moi je reviens vers mes amis, je donne la nouvelle. Quand je donne la nouvelle, je dis non mais celle-là il me la faut. Dans ma tête, je dis il me la faut. Alors voilà. Après, quand on est rentré chacun chez lui, je fais appel au vigile puisque j'avais son numéro. Je lui supplie, je lui donne, je lui promets quelque chose. Je lui dis non, mais si tu m'envoies le numéro de la fille en question, parce que quand vous venez à la piscine, il y a des contacts que vous laissez, des personnes à prévenir en cas de. Donc voilà comment le vigile, voilà pourquoi j'étais le nom de l'hôtel. Voilà comment le vigile, il se débrouille, il m'envoie le numéro de la dame. Comme ça, je rentre en contact avec la dame petit à petit. Je mets tout en œuvre pour sympathiser avec la petite. Et voilà. J'ai mis 6 mois pour parler avec la petite, pour la draguer à mode sous-marin. Et voilà comment la petite tombe dans le filet. Mais sachant bien, moi-même je savais déjà que c'était la femme, on m'avait déjà prévenu que c'était la femme d'un douanier, d'un puissant douanier. Puisque moi-même mon père, tous ceux qui fréquentent ce lieu ont un lien avec les douaniers. Voilà. Donc, la fille me dit, c'est elle maintenant qui me dit, son mari, parce qu'elle avait un seul enfant avec le douanier, parce que le douanier a au moins trois femmes, je crois, oui. Parce que c'est elle la 4e femme, et qui était dans la ville où j'étais le nom. Voilà, elle me dit, son mari, il est tellement dangereux au fait, en un mot, dangereux. J'ai dit, ah ok d'accord, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Et la première fois que on part au lit, vraiment je suis allé à 100 à l'heure, de telle manière que les rôles se sont inversés. C'est la petite maintenant qui court derrière moi, qui oublie même le statut de femme mariée. Et on a pour habitude de se rencontrer hors de sa zone. Elle prend sa voiture, et moi aussi je prends ma voiture, et on se retrouvait quelque part, et garer sa voiture dans un lavage ou quelque part, et elle montait avec moi. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça a mis du temps. Et tout ça là, ça se passait dans la ville de... c'était au Bénin, dans la ville de... j'étais le nom. Voilà comment, de fil de bouche à oreille, le mari, le vieux douanier, est au courant de notre super chérie. Je vous promets que la semaine qui a suivi, c'est moi d'abord, j'ai commencé à me sentir mal. Tout le bas de mes pieds me faisait mal à un degré où je ne pouvais même pas me lever. Et la semaine suivante également, c'était mes doigts qui ont pris le relais. Les pieds me faisaient mal. Et les doigts également. Tous mes doigts me faisaient mal. Je ne pouvais même pas toucher quelque chose. Même le gobelet pour boire l'eau. En tout cas, je ne faisais rien. Ça me faisait tellement mal. Et il y avait des brûlures à l'intérieur. Merde. C'est comme ça, ma maman, très vigilante, elle a senti déjà, puisque c'est une femme du Bénin. Donc voilà, tout de suite, elle m'a approché, m'a demandé, mon fils, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, il n'y a rien. Voilà, un jour comme ça, j'ai commencé à me sentir mal et tout.
Elle me dit, non, petit, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Donc comme ça, tout de suite, elle fait appel à mon père, qui descend dardard à la maison. Donc, il y a une assise qui s'est faite. Mon papa fait appel à ses petits frères, à des gens qui sont venus de la famille, réunion de famille. Voilà comment on dit non, on fait venir un guérisseur depuis un village que je tais le nom. Le guérisseur dit non, le petit il a quelque chose à dire. Je fouille ma tête, j'ai dit non, il n'y a rien. Bon, comme ça, le féticheur, il a commencé à dire des trucs. Il m'a donné une petite potion à boire. Donc voilà comment je finis avec la potion. Je ne pouvais même pas tenir le gobelet. Et c'est ma maman qui m'a fait boire la potion. Je vous jure, DMG. 2 minutes après, je commence à dire la vérité. Que, oh, voilà, je sors avec une dame qui est mariée à un tel, mais je suis au courant dès le départ. Voilà comment on me porte. Allez, dans le village du vieux féticheur, j'étais fait peut-être une histoire de 1 an et demi chez le guérisseur. Donc comme ça, quand je vous signale déjà que c'était un village où quand tu arrives, tu oublies carrément que tu es un semeur de troubles. Parce que inconsciemment, je ne sais pas si c'est l'endroit qui te rend comme ça ou quoi, mais tout de suite, tu oublies. Tu deviens un bébé, tu deviens carrément un bébé. Voilà comment je finis le traitement là-bas. Allez, mon papa et ma mère ont décidé de m'envoyer dans le pays voisin, c'est-à-dire le Togo. Donc, pour ma convalescence. C'est comme ça quand je débarque au Togo. 1 mois après, c'est mes bagages et tous mes effets personnels qui viennent me trouver là-bas au Togo. Et mon passeport. Et tout ce qu'il faut pour voyager. J'ai dit, mais attends, vous m'envoyez où? C'est comme ça, la vieille me dit, non, tu montes chez ton grand frère au Gabon. J'ai dit, merde, ça c'est quelle histoire? Ok, d'accord. C'est comme ça, une fois j'arrive au Gabon. Et je vais chez mon grand frère qui habite dans la zone de Calicat, en tout cas vers le bord de mer là-bas. Quand j'arrive, c'est la femme de mon grand frère qui s'occupe de moi. Puisqu'elle connaissait déjà qu'il y a un élément qui revient du... Bon, en tout cas, son beau-frère qui vient, mais il est très dangereux en matière de femmes. Voilà comment mon grand frère met tout en œuvre pour que la femme s'occupe de moi. Voilà, un jour, la dame, quand elle sort, après ma 2e semaine au Gabon, quand elle sort, elle me donne le volant. Elle me montre les endroits, Quand elle va chez ses copines, elle me montre les endroits, Donc comme ça. Donc, mon grand frère et sa femme avaient déjà fait un plan, comme quoi je ne devais pas avoir un seul instant pour moi, genre, être libre. Voilà comment, après mes 2 semaines au Gabon, on me trouve un boulot de chauffeur. Je dis, ah, ok, d'accord. Voilà comment d'abord je dépose son enfant à l'école, à un lycée français. Et elle s'est débrouillée aussi pour que je dépose les enfants de sa copine aussi à son école. Donc du coup, je n'avais pratiquement pas le temps pour moi. Mais je vous jure, quand on dit après un village, il y a un village, vraiment ça existe. C'est comme ça que je tombe sur la ménagère de sa copine. Une bonne petite fille qui avait un derrière qui n'avait pas de nom. Un derrière comme je les aime. Merde, c'est comme ça que j'ai fait des enfants. J'ai commencé à faire des avances à la ménagère. Et la ménagère, c'est une Camerounaise. Bonne petite Camerounaise, courte, brune. Et qui avait un sévère derrière. Et la fille, j'ai dragué la fille pendant plusieurs mois. Elle ne refusait pas. Elle ne refusait qu'elle dit que je ne peux pas. Je ne peux pas. Son histoire, je ne peux pas. J'ai dit, mais comment je ne peux pas?
Donc quand elle me dit que je ne pouvais pas sortir avec elle, qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter, machin, j'ai dit non, ok, trouve-toi un moment pour qu'on puisse causer. Le jour de ton repos, trouve-toi un temps pour qu'on puisse causer. Donc c'est comme ça, elle s'arrange un jour. Puisque j'ai tellement forcé, insisté, elle va, quand elle prend son jour de congé, elle va vers le lycée français, là où je dépose les enfants. Elle va là-bas, elle reste dans un bar et elle me fait signe. Et moi, je viens plus tôt que prévu. On s'assoit, on parle. Elle me dit non, écoute, Félix, si tu es désolé, merde. Voilà comment on bavardait. J'essaie de convaincre la petite me dit non. Ok, d'accord, si je veux vraiment qu'on sorte ensemble, il y a des conditions. Il dit, mais ok, vas-y, écoute, dis-moi les conditions, je suis tout oui. Elle me dit, avant qu'on sorte ensemble, il faut qu'elle monte dans son pays. Il faut qu'elle aille voir son paternel et lui expliquer le problème d'abord avant qu'on sorte ensemble. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème, il te faut quoi et quoi pour aller chez toi et tout. Elle me dit, rien. Il faut seulement qu'elle parte voir son père. J'ai dit, ok, tu veux partir quand? Elle dit, non, les congés, c'est pour le mois prochain, donc elle va monter. Son père, il vit à Bitam. Voilà, à Bitam. Donc c'est comme ça, la petite part à Bitam. Le premier jour, elle ne m'appelle pas. Le deuxième jour, elle ne m'appelle pas. Le troisième jour, maintenant, elle m'appelle. Et elle m'appelle aux alentours de 2h du matin pour me dire, non, écoute, je suis sur le point de revenir, mais il y a mon père qui veut parler avec toi. Et j'ai dit, oui, papa. Bon, c'est comme ça, on nous donne le téléphone et je parle avec le vieux. Le vieux me dit, ah, fiston, j'ai dit oui. C'est toi qui veux sortir avec ma fille? J'ai dit oui. Ok. Tu sais que ma fille, on ne la trompe pas, non? J'ai dit, ben, je ne savais pas. Ok, vraiment, vous me l'apprenez? Il me dit, ok. Voilà. Donc, ma fille, tu ne peux pas sortir avec elle et la tromper. C'est impossible. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Plus fidèle que moi, il n'y en a pas. Il dit, ok. Donc, nous, on a son aval. C'est comme ça, la petite descend sur Libreville. Quand elle vient sur Libreville, je vous dis, on a commencé à sortir. On vivait carrément le big love. Quand on dit le big love, c'était le big love. Mais c'était en cachette. Voilà, c'était en cachette. Et un jour, il y avait un anniversaire des enfants de mon frère à la maison. Donc tout le monde est venu. C'est comme ça que je tombe aussi sur une petite qui avait un derrière qui n'avait pas de nom. Je pousse dedans, je drague la petite, un temps de mouvement, ça accepte. Voilà, je prends la petite, on s'éclipse, on va dans ma chambre. Je vais allumer la petite. Petit tonton ne se lève pas. Je fais tout, petit tonton ne se lève pas. C'est comme ça la petite que j'ai amenée dans ma chambre. Elle amène le petit tonton à gauche, à droite. On le malaxe, on le fait tout. Le petit tonton, rien à faire. Il refuse d'obtempérer. C'est comme ça, avec la honte, je sors de la chambre et je fais partir la petite. Bon, deuxièmement aussi, je trouve une petite là, après, quand je dépose les enfants à l'école, en revenant, je prends la petite dans la voiture, allez, boum, on va faire nos choses. Même scénario. Le petit tonton ne se lève pas. Je bouge à droite, rien. On le malaxe, on lui fait tout, mais le gars, il est indifférent. Il dit non, niet, il n'est pas dedans. Voilà comment je décide de parler. Un jour, je sors avec mon grand frère, je décide de parler à mon grand frère. Il me dit, non, petit, c'est juste dans la tête. Puisque j'avais mis du temps aussi là-bas, donc du coup, on est devenus très proches et tout. Et voilà. Puisqu'on dit un chat ne fait pas un chien, lui aussi il avait ce genre d'ADN dans son corps, donc du coup, voilà. Puisque lui, bon, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il est devenu responsable et tout. Voilà comment j'ai essayé, DMG, j'ai essayé avec plusieurs filles, mais ça n'a pas marché. Mais quand je décide d'allumer la ménagère, ça passe cool, ça passe crème, il n'y a pas d'incident et je démarre même au cadre tout. Voilà comment je fais appel, j'appelle le pays,
Quand j'appelle au Bénin, il y a mon petit oncle qui me dit non, je lui expose le problème, il me dit, ah écoute petit, si ce qui t'est arrivé, s'il ne t'a pas servi de leçon, alors là, on ne voit pas ce qui va t'arrêter. Donc, laisse-moi aller consulter un peu, mais essaie de te revoir. Laisse-moi aller consulter et je te reviens. Voilà comment l'oncle est parti consulter. On dit non. Il m'expose le problème que voilà la petite avec qui tu sors là-bas, qui t'a mis dedans. Il dit, mais elle m'a mis dans quoi? Elle m'a dit non, elle a scellé en bas. J'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, mon petit oncle me dit, non, là, vous êtes parti pour la vie. DMG, voilà comment je décide d'inventer une histoire que je ne me sens pas bien là-bas au Gabon. Je décide de mettre tout en jeu. Donc je rentre en contact avec ma maman également, donc qui est de mon côté et tout ça. Je lui explique tout, elle me met tout en œuvre pour que je revienne au Bénin. C'est au Bénin que je suis revenu, qu'on a pu décanter la situation. Voilà, aujourd'hui, tout va bien et tout. Bon, là, ce que je voulais dire à nos jeunes frères, en tout cas à mes jeunes frères, de faire très attention. Le sexe, ce n'est pas ça qui prouve qu'on est garçon ou bien la virilité d'un homme, non. Ou bien qui te met au devant de la scène. Le sexe, c'est vraiment un truc qui est dangereux. C'est bien, mais c'est encore dangereux. Quand tu fais ça dans le mauvais sens, c'est vraiment très dangereux. J'ai failli perdre ma vie d'abord au Bénin. Je vais au Gabon également. Ça ne m'a pas servi de leçon. La première fois, je vais au Gabon, les mêmes erreurs. Voilà. Et moi, je dis, je m'en sors carrément très bien, sans laisser les plumes, parce que Dieu était avec moi, peut-être. C'était juste pour que peut-être je prenne conscience. Et chose qui a été faite aujourd'hui, c'est resté derrière moi, tout ça, c'est resté derrière moi. Et j'invite tous la gente masculine, en tout cas nos jeunes frères, à être responsables. En tout cas, côté sexe, d'être responsable. Voilà. Au revoir DMG, c'était ma part d'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, le tonton. Allez, score, papa. Score. C'est-à-dire que toi, comme tu as une fille que tu aimes, qui t'a fait que ça ne peut plus se lever dehors, donc ça te dérange, je ne veux plus. Alors on doit finir et fuir. Hey. Parce que toi, tu sais que tu vas continuer le jonglage. En tout cas, si tu as changé, c'est ça le plus important. Et merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour le conseil de la fin. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. C'est un peu ça. Encouragez tous ceux qui m'ont raconté les histoires. Parce que c'est pas facile de venir d'ici là que j'étais un courant de jupon. Pas facile pour une fille de venir dire que moi j'étais une fille de joie. J'ai fait le dehors. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, donnez la force. Merci beaucoup au grand frère pour l'histoire. On passe à la 9e histoire. Bonjour monsieur. Bon, moi je vous suis beaucoup sur TikTok et regarde beaucoup vos vidéos. Et j'aimerais vous raconter un peu l'histoire qui m'est arrivée en 2014. Moi je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Cette histoire s'est passée en 2014. À ce moment, je vivais à Yopougon avec maman et mon papa lui vivait à Koumassi avec sa femme. Puisqu'ils étaient séparés avec maman, donc il vivait à Koumassi avec sa femme. Et un jour, il appelle maman pour lui dire que sa femme l'a laissé, elle est partie, elle a ramassé tout ce qu'elle pouvait ramasser de la maison et elle est partie. Donc, comme maman et puis mon papa marquaient que les deux n'étaient plus ensemble, ils étaient restés très proches puisqu'ils se sont connus quand mon papa était en terminale. Ils ont grandi dans la même ville, dans le même quartier, tout ça. Donc, ils étaient devenus un peu comme des frères. Voilà, donc maman est partie rendre visite à mon papa et qu'elle arrivait, elle a trouvé qu'il avait maigri. En tout cas, quelqu'un qui était en forme, il était devenu petit. Donc, il a demandé, mais pourquoi tu as maigri, j'ai autant maigri, il y a quoi, ça cause des problèmes ou bien il y a quoi? Il dit non, qu'il est malade depuis un bon moment, mais quand il va à l'hôpital, il fait des examens, on ne trouve rien, que lui-même n'arrive pas à comprendre. Donc, il a dit, bon, allons à l'église, on va aller voir mon pasteur, on va prier. Mon papa n'était pas quelqu'un de croyant, il ne partait pas à l'église, il ne priait pas. Pour lui, toute cette affaire de religion, c'est un acte de pasteur. Donc, il ne partait pas à l'église et donc il a refusé.
Donc, il a dit, bon, comme tu veux pas, il ne va pas te forcer. Bien sûr, moi, j'ai prié pour toi. Mais tu ne peux pas rester seul. Donc, appelle quelqu'un pour venir être avec toi. Et il a appelé sa petite soeur. Elle vivait à Bobo. Elle travaillait là-bas. Donc, elle a pris 2 semaines de congé. Elle est venue rester avec mon papa. Donc, maman s'est retournée à Yopougon. Et quand j'ai eu mes congés de Pâques, nous sommes allés rester un peu avec lui à Koumassi. Donc, c'est dans ça, on était là-bas, nous 4. Et un jour, maman et ma tante étaient en train de manger. C'était à midi, ou c'est vraiment de midi, je pense. Je ne me trompe pas. Elles étaient en train de manger, elles causaient, elles riaient. Et tout d'un coup, ma tante a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle parlait plus, elle faisait que pleurer. Donc, maman lui a demandé, mais pourquoi tu pleures? Tati, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et ça, elle ne répondait pas, elle disait rien. Maman essayait de la calmer, de la consoler. Elle disait, c'est à cause de la maladie de ton frère que tu pleures, il faut te calmer, il va guérir, tout ça, il faut te calmer, il faut te taire. On trouvait ça la cause de la maladie, il faut que ma tante ne parlait pas. Elle ne répondait pas. En fait, elle regardait dans le vide. Elle était comme, je ne sais pas quoi. Elle n'arrivait même plus à parler. Elle faisait que pleurer. Elle a commencé à voir Loki. Loki a commencé à voir Loki. Maman lui donnait l'eau, elle ne buvait pas, elle ne réagissait pas. Donc, mon papa était couché dans sa chambre. Il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'il entendait les bruits, il entendait les voix. Il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Sa maman dit, bon, c'est Tati qui est en train de pleurer, je ne comprends pas. Il s'est posé. Donc, il dit, bon, appelez un médecin, puisqu'il y a Loki aussi. Donc, appelez un médecin, ils vont venir la chercher. Donc, l'ambulance est venue la chercher. Le temps de l'envoyer à l'hôpital, elle est décédée. Elle est décédée dans la voiture, elle est décédée un mardi. Et le mercredi, puisque mon papa devait aller à l'hôpital, il est parti faire ses examens, on lui a dit qu'il y a de l'eau dans son ventre qu'on doit vider. Et c'est ça qui est la cause de sa maladie, qu'ils ont fait trouver qu'on doit vider l'eau. Donc il dit, bon, d'accord, vider pour au moins pour qu'il retourne au moins à santé. Donc ils ont commencé à faire le traitement. Le jeudi, lui aussi, il est décédé. Donc ma tante est morte un mardi, lui aussi, il est mort un jeudi. Et c'était 2 semaines avant la fête de Pâques. Voilà, donc ils ont parti faire l'enterrement le même jour. Ils ont enterré les deux le même jour. On les a mis en fait. Ce jour-là, il y avait 2 corbières qui se suivaient pour le cimetière. Donc, ils ont fait l'enterrement le même jour. En tout cas, c'était vraiment, la scène était vraiment triste. Ma grand-mère qui est encore là, en tout cas, perd ses 2 enfants, puisqu'elle avait 4 enfants avec mon grand-père. Elle perd ses 2 enfants, actuellement, il lui reste qu'un seul. Puisque son aîné aussi est décédé, elle a perdu aussi ses 2 enfants. En tout cas, ça n'allait pas pour elle. Bon, mais grâce à Dieu, elle n'est pas tombée, elle n'a pas fait tout. Jusqu'à présent, disons qu'elle s'est isolée de la famille, on n'a pas de ses nouvelles, tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire qu'elle a. Bon. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. On va passer à la 10e et dernière histoire. Je vais vous demander s'il vous plaît, likez la vidéo, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui encouragent même les autres dans les commentaires à liker la vidéo. C'est vous qui donnez la force au mouvement. Et puis, on passe à la 2e histoire. Bonjour DMG. Donc, je voulais vous raconter ma petite histoire mystique. Bon, c'est à propos de ma grand-mère. Ma grand-mère était une personne très pieuse et une personne très très croyante. Elle n'a jamais menti, c'est pas une personne qui ment. Voilà. Donc, ma grand-mère, un jour, comme elle aimait beaucoup partir à la mosquée, tous les jours, à 4 heures du matin, après, un jour, elle est tombée malade et puis, elle a dit non, mais moi, je ne veux plus aller à la mosquée à 4 heures du matin. On a dit, mais pourquoi? Nous, depuis tout bébé, on te voyait partir comme ça et d'un coup, tu ne veux plus. C'est là qu'elle nous a raconté l'histoire. Elle a dit, mais je suis sortie de chez moi ce matin. En partant, j'ai vu l'imam. Quand j'ai vu l'imam, je voulais m'approcher de l'imam. L'imam s'est transformé en une griotte. La griotte, je ne vais pas dire son nom parce que tout le monde va savoir.
c'est qui. Après, quand j'ai vu la griotte, je me suis retenu, mais je dis qu'est-ce qui se passe ici? Je suis resté derrière, je regardais lentement la personne. Après, la personne s'est transformée en une petite domestique qui avait les cheveux coupés et puis la domestique aussi avait le pain attaché sur sa poitrine, mais elle n'avait pas de haut. La domestique commence à marcher devant moi. Ah, je n'ai rien compris. Arrivé au bout d'un petit rond-point, je regarde la domestique, elle a disparu. Il n'y a plus de domestique, il n'y a plus de l'imam, il n'y a plus de la griotte. Je ne comprenais pas. Après, ma grand-mère, elle a dit, bon, elle a eu peur quand même de faire demi-tour parce qu'elle a dit, si je fais demi-tour et si vraiment cette personne ou cet esprit se retourne derrière moi, là, je ne pourrais pas courir. Elle a quand même, elle avait peur, mais elle n'a pas voulu montrer sa peur. Elle a continué à marcher jusqu'à la mosquée. Quand elle est arrivée à la mosquée, elle a trouvé la porte fermée, elle a cogné. Il y a le gardien qui est venu dire mais c'est qui? Elle a dit son nom, le gardien l'a fait rentrer. Elle a dit mais le gardien a dit mais ça fait trop tôt, hein. Tu es venu? Elle a dit mais non, il est 4h. Elle a dit non, il n'est pas 4h30, hein. Il est 3h du matin. Elle a dit ah bon? Après elle est restée assise. Elle a commencé à prier, à faire ses prières. Voilà. À un moment, elle voit l'imam venir. L'imam, il a fait prier les fidèles. Après, comme l'imam, c'était un ami de la famille. Après, elle a raconté l'histoire à l'imam. L'imam, il a dit, bah non, moi j'étais chez moi. Alors que tu es sorti, je ne suis jamais sorti. Donc ma grand-mère, quand elle est rentrée, elle avait la fièvre et tout. Elle est restée à la maison. C'est là qu'elle a dit non, je ne veux plus jamais aller à la mosquée à cette heure-ci. Et puis il y a une petite histoire aussi, la deuxième histoire. Ça c'est à propos de moi-même. Moi quand j'étais très très jeune, j'avais 12, 13 ou 14 ans, je ne me souviens même plus. J'étais partie chez ma tante, paix à son âme aujourd'hui, pour qu'elle puisse m'amener chez la coiffeuse. Donc la coiffeuse m'a coiffée. Comme la coiffeuse avait beaucoup de monde, c'était la rentrée scolaire. Le premier jour de la rentrée scolaire, tous les enfants veulent aller à l'école pour voir la meilleure place, pour rester dans la même classe que ses anciens copains et tout ça. Donc moi j'ai dit à ma tante, non, moi je ne vais pas dormir chez toi aujourd'hui, il faut que j'aille à l'école demain. Donc ma tante m'a dit, ben d'accord, t'inquiète pas, je vais chercher un motard qui t'amène. Elle m'a cherché un motard quand on est arrivé, parce que nous on habitait à la zone industrielle. À la zone industrielle, on était chez ma grand-mère, donc c'était la zone industrielle. Il y avait des constructions, mais il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup de trucs, de buissons, mais il y avait des usines quand même. Il n'y avait que des usines, mais nous aussi, on avait des maisons à côté. Donc, moi, arrivé au bord du goudron, le motard me dit non, moi je ne t'amène pas dans le coin, mais je te laisse ici. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Comme c'était pas très loin, c'était pas loin même de la maison, quoi. Moi, j'ai dit, d'accord, je suis descendu. Quand je suis descendu, il y a un grand baobab. Un grand baobab. Je vois quoi, c'était vers 2h du matin. Hein. Il y a, comment dirais-je, je vois un cheval, un gros cheval, je ne peux jamais oublier ça jusqu'à la mort. Le cheval était très blanc, on dirait un cheval des princes. Il est sorti directement. Dès que le monsieur m'a laissé, le monsieur a tourné son dos. Avant que je puisse traverser, le cheval est sorti d'où? Derrière l'arbre. Il a commencé à traverser. Quand il fait un pas, il peut faire 10 minutes. Il n'a pas fait l'autre pas. Il fait un pas. Il était lent. Il était tellement lent.
Je ne comprenais pas. Comme moi aussi, j'avais peur des animaux. Des chevaux, des ânes, des vaches. J'avais trop peur des animaux. Bah, moi, je dis, ben, dans ce cas, j'attends jusqu'à ce que cet animal y passe. L'animal, j'ai fait plus d'1 heure de temps. L'animal aussi, pour traverser seulement, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. Quand il prend un pas, on dirait qu'il s'arrête pour voir ma réaction. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais un enfant, je n'avais même pas pensé au malin. J'ai dit, un animal, c'est un animal dans ma tête. Après, quand même, quand il est passé, moi, je suis passé. J'ai couru, je suis parti chez moi. Bon, après, le lendemain, on a fait la rentrée scolaire. Tout le monde était très bien habillé avec des nouveaux sacs à dos et tout ça. On est parti. Quand on est parti à l'école, quand on est revenu, sa façon, sa démarche, c'est ça qui est resté dans ma tête. Je ne comprenais pas comment un animal peut faire un pas. Il ne bouge pas. Il va faire un autre pas. Il n'est pas venu m'agresser. Hein. Il n'a rien fait de tout cela. Après, j'ai expliqué ça à ma mère. Ma mère et mes tantes, tout le monde, on était tous assis. Moi, j'ai expliqué. Mais ma mère, elle a crié. Elle a dit, mais c'est pas possible. Tu allais te faire tuer. C'est ce cheval qui a tué. Il y avait une dame. Donc, je ne veux pas aussi dire son nom parce que je ne sais pas si sa famille vous écoute. Ils vont connaître son nom. Et puis, sans leur autorisation, je n'aime pas. Donc, la dame là, elle est morte. La dame paraît-il qu'elle aussi, en partant à la mosquée, elle a vu, là où je suis descendu, elle a vu le même cheval là-bas. Elle a vu ce cheval. Ils ont dit que c'est un cheval qui a donné les coups de pied à la dame et qui lui a frappé avec ses sabots. C'est là qu'elle est morte. Elle n'est pas morte, mais elle a parlé avant de mourir. Après, quand les gens sont venus le matin, ils ont trouvé qu'elle était tombée. Ils l'ont ramassée, ils l'ont emmenée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, on lui a demandé qu'est-ce qui se passe, Après, c'est elle-même qui a expliqué que c'est un cheval blanc que j'ai vu. C'est ce cheval qui m'a piétiné. Donc, ils ont dit que c'était un cheval. Ce cheval, beaucoup de personnes ont dit, on le voit. C'est un cheval, des fois, qui sortait, il coupait la route à des jeunes qui partaient au cinéma, à des hommes. Parce que chez nous, ils ont dit quand, par exemple, une personne est sale, je ne sais pas comment vous expliquer. Si une personne avait... Parce qu'ils ont dit, au fait, le cheval a cru que moi, le monsieur qui m'a fait descendre, peut-être il a cru que c'était mon amant qu'on a fait des bêtises. Il pensait que j'étais sale. Donc, comme il est passé à côté de moi, il a vu que je n'étais pas sale. C'est pour ça qu'il a continué son chemin. Et voilà. Voilà ma petite histoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. C'était la dernière histoire. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Essayez de like, commenter, partager comme d'habitude. Merci pour la force. On se prend demain à 12h pour 10 histoires mystiques.